à Saint-Domingue en 1785. Il faut imaginer la chaleur, mes amis. Pas une petite chaleur d'été, non. C'était une chape de plomb, humide et lourde, qui vous collait la chemise au dos dès le lever du soleil. C'était le parfum du sucre qui fermente, du sel de la mer et de la sueur des hommes, le tout mélangé. Une odeur de richesse violente qui sentait aussi la misère. C'est dans cette fournaise, au bord de la rivière Salée, que l'on trouvait Adélaïde. Adélaïde n'était pas une esclave. Attention, elle était une femme de couleur libre, et ce petit mot, libre, elle l'avait gagné à la force du poignet, ou plutôt à la force de ses bras sur la planche à laver. Elle était blanchisseuse, la meilleure du Cap français, disait-on. Pas parce qu'elle utilisait les meilleurs savons, elle utilisait ce qu'elle pouvait trouver, mais parce qu'elle avait le secret de la neige sur le lin. Elle savait rendre le blanc plus blanc que le coton fraîchement cueilli. Elle se levait bien avant les Eugok. À 4 heures du matin, quand les étoiles hésitaient encore à laisser la place au soleil, Adélaïde était déjà en route vers la rivière, son grand panier d'osier tressé sur la tête. Ce panier, il pesait lourd, rempli des draps, des chemises à jabot et des culottes de soie des plus grands maîtres de la colonie. Il fallait voir Adélaïde à l'œuvre. Elle avait 35 ans, une silhouette solide, sculptée par l'effort constant. Ses mains, même après des années de savon de Marseille et de rinçage à l'eau dure, restaient étonnamment agiles. Elle travaillait en silence, à côté des autres lavandières, la plupart esclaves, qui chantaient des mélodies tristes pour alléger leur peine. Adélaïde, elle, ne chantait pas. Elle écoutait. Et croyez-moi, la rivière Salée, c'était le meilleur salon d'écoute de Saint-Domingue. Quand on frotte la chemise d'un planteur, on ne frotte pas que la boue d'indigo ou la tache de vin. On frotte ses secrets. Les poches des vestons lâchaient des miettes, de pain certes, mais aussi des bouts de lettres chiffonnées, des reçus de dettes, des jetons de jeu. Adélaïde voyait tout, sans jamais rien montrer. Elle avait un visage impassible, une méthode de travail qui ressemblait à une prière, geste après geste, rinçage après rinçage. Son client le plus important, celui qui lui assurait de quoi acheter sa liberté et celle de sa petite sœur, il y a des années de cela, c'était le gouverneur lui-même, Monsieur de Valois. Le gouverneur de Valois, il vivait dans une splendeur obscène. Son palais, là-haut, dominait le cap. Il était bâti en pierre blanche, avec des galeries ouvertes pour attraper la brise marine, quand elle daignait souffler. Ses vêtements, on les lui apportait dans une malle spéciale, gardée par un valet hautain nommé Antoine. Antoine, c'est le genre d'homme qui vous regardait de haut même quand il vous tendait de l'argent. Il traitait Adélaïde comme si elle était une machine à enlever les taches, pas une personne. « Adélaïde, attention !» lançait Antoine, le menton levé. La chemise de monsieur le gouverneur a une petite marque de bout de cheval, juste là, près du col. Si elle n'est pas impeccable, je ne vous paie que la moitié. Et vous savez que monsieur a un dîner avec les Anglais, il doit être parfait. Adélaïde prenait la chemise. Elle sentait le parfum cher de monsieur de Valois, un mélange de tabac fin et d'eau de Cologne française. Elle pliait les lèvres, ne répondait rien et se mettait au « en travail ». C'était un jour de la saison sèche, un de ces jours où l'air est si épais qu'on a l'impression de mâcher de la poussière. Adélaïde était seule à la rivière. Les autres lavandières étaient parties pour le déjeuner. Seul le bruit du battoir sur le linge résonnait. Elle travaillait sur la tenue de cérémonie du gouverneur, un ensemble de soie écarlate brodée d'or. C'était un travail délicat. Elle ne pouvait pas frotter fort. Il fallait tapoter, brosser doucement. Elle passa sa main sur le revers de la veste, vérifiant qu'aucune particule de poussière n'était restée dans la doublure. Et là, ses doigts rencontrèrent une anomalie. Quelque chose de petit et dur, coincé dans un pli mal cousu de la poche intérieure. Elle hésita. Normalement, elle ne fouillait pas. Son honneur de blanchisseuse était de rendre les vêtements propres, pas de voler les bijoux ou les pièces de monnaie. Mais ceci n'était pas une pièce. C'était trop fin. Elle tira doucement. C'était un petit morceau de papier, à peine plus grand que son pouce, plié en 4 et trempé par sa sueur et l'eau de rinçage.
L'encre avait commencé à couler, mais le message restait lisible. Adélaïde déplia le papier, ses yeux noirs parcourant rapidement l'écriture fine et pressée. Ce n'était pas une lettre d'amour, ni une liste de courses. C'était un chiffre suivi d'un lieu et d'une date très proche. Elle lut à voix basse, pour elle-même, afin de graver les mots dans sa mémoire. Le 24, 400 quintaux, baie de Léogane. Prix actuel, 3 livres 5 sous. Ne pas vendre avant le 26. 40 jours plus tard, la date exacte du 24 était arrivée. Le papier était donc vieux, mais le prix et la mention de la baie de Léogane, loin du Cap, lui disaient quelque chose. Adélaïde avait une mémoire phénoménale pour les chiffres et les rumeurs. Elle savait que le prix du sucre, la denrée la plus précieuse de l'île, était l'obsession de tous les colons. Elle savait aussi que le prix était volatile, montant et descendant selon les arrivées de navires et les cargaisons perdues. Elle se souvint d'une conversation entendue la semaine passée quand elle lavait les chaussettes du capitaine Dubois. Le capitaine avait râlé « Le prix du sucre est trop bas, nous allons perdre notre chemise si les navires de Bordeaux n'arrivent pas à temps. » Adélaïde fronça les sourcils. Pourquoi le gouverneur ou son entourage aurait-il une note sur une cargaison de 400 quintaux à Léogane avec une instruction claire de « ne pas vendre avant le 26 ?» Elle pensa « Si cette cargaison avait été retenue, c'était que quelqu'un très haut placé savait que le prix allait monter juste après le 26. Peut-être qu'un navire de guerre français était attendu, apportant des nouvelles des marchés européens. Ou peut-être qu'une épidémie dans une autre colonie allait faire chuter l'offre mondiale. C'était de l'information pure, confidentielle, arrachée au cœur du pouvoir. Adélaïde glissa le papier dans le petit sachet de cuir qu'elle portait toujours autour du cou, juste à côté de son crucifix. Elle termina de rincer la veste de soie, son cœur battant un rythme inhabituel. C'était le rythme de l'ambition, une chose qu'elle n'avait jamais osé laisser grandir en elle. Elle avait toujours cru que la seule façon de s'élever était par le travail acharné et l'honnêteté. Mais Saint-Domingue n'était pas l'endroit pour les âmes trop honnêtes, c'était une terre de rapaces. Et les rapaces, ils ne s'élèvent pas en frottant. Ils s'élèvent en volant l'air. Le soir même, après avoir livré le linge immaculé au valet Antoine, Adélaïde rentra chez elle. Sa petite maison, dans le quartier des artisans libres, était modeste, mais propre et bien tenue. Elle sentait le savon et le bois de santal. Elle s'assit à sa petite table, alluma une chandelle. Elle ressortit le bout de papier. Il était presque illisible maintenant, mais elle connaissait les chiffres par cœur. Le 24, 400 quintaux, baie de Léogane, ne pas vendre avant le 26. Elle avait mis de côté quelques économies, des pièces d'argent gagnées sou à sou, destinées à acheter, peut-être, une charrette pour ne plus porter le panier sur sa tête. Mais si elle avait raison, si le prix du sucre devait monter en flèche après le 26, alors ces quelques pièces d'argent pouvaient devenir beaucoup plus. Elle se rappela une chose que son père, un charpentier habile qui avait acheté sa liberté, lui avait dit avant de mourir « Adélaïde, les maîtres ne sont pas plus intelligents que nous, ils ont juste accès aux cartes. Si tu trouves une carte, même déchirée, tu peux arriver avant eux. » Cette note était une carte, mais que pouvait faire une simple blanchisseuse avec une information sur le marché du sucre? Elle n'avait pas d'argent pour acheter une plantation. Elle n'avait pas de bateau pour transporter le sucre. Pourtant, elle avait des contacts. Elle lavait le linge de tout le monde. Elle pensa à Monsieur Lefebvre. Lefebvre n'était pas un grand planteur, juste un petit négociant, un homme qui achetait et revendait des denrées mineures, café, tabac, parfois une petite quantité de sucre de contrebande. Il était toujours à l'affût d'une bonne affaire, et il avait une dette envers Adélaïde. Il lui devait encore le paiement de 3 mois de chemise et de serviettes. Adélaïde savait que Lefebvre était sur le point de vendre un petit stock de sucre qu'il détenait dans un entrepôt au port, car il avait besoin d'argent. Pour payer ses propres dettes, il était prévu qu'il le vende le lendemain, le 23,
au prix de 3 livres 5 sous. Exactement le prix mentionné sur la note du gouverneur. Si Adélaïde parlait à Lefebvre, si elle le convainquait d'attendre 3 jours, le 26, sans lui révéler sa source, elle pourrait obtenir une part du profit. C'était un risque immense. Si le prix ne montait pas, Lefebvre perdrait de l'argent et elle perdrait sa crédibilité, peut-être même sa vie. Le secret du gouverneur était dangereux. Elle éteignit la chandelle. L'obscurité de sa petite pièce était pleine des murmures de la ville coloniale, des rires lointains des officiers ivres et du chant monotone des insectes. Adélaïde prit sa décision. Elle ne voulait plus seulement nettoyer les taches de la richesse des autres, elle voulait en prendre une part. Le lendemain matin, Adélaïde ne se rendit pas immédiatement à la rivière Salée. Elle enfila sa meilleure robe de coton, celle qu'elle portait pour aller à la messe, et se dirigea vers le port. Le port du Cap Français était un chaos magnifique. Des navires du monde entier accostaient, déchargeant des épices, des tissus, et embarquant la richesse de l'île, le sucre brun et les fûts de Rome. Elle trouva M. Lefebvre dans son bureau exigu, sentant le tabac froid et le papier moisi. Lefebvre était un homme nerveux, avec des mains moites et des yeux qui regardaient toujours par-dessus votre épaule, comme s'il cherchait une meilleure opportunité. « Adélaïde, quelle surprise! Vous venez pour votre argent ?» dit Lefebvre, visiblement mal à l'aise. « Je viens pour parler affaires, monsieur Lefebvre, » répondit Adélaïde, sa voix calme et ferme. Elle s'assit sans y être invitée, ce qui surprit Lefebvre. Une blanchisseuse ne s'asseyait pas dans le bureau d'un négociant. « J'ai entendu dire que vous comptiez vendre votre stock de sucre demain, » commença Adélaïde. Lefebvre écarquilla les yeux. « Comment? Qui vous a dit cela? Les secrets de Saint-Domingue se lavent avec le linge, monsieur, » répondit-elle avec un léger sourire, mais sans humour. « Je sais que vous avez besoin de cet argent, mais je vous conseille, très fortement, d'attendre jusqu'au 26. » Lefebvre se mit à rire nerveusement. « Attendre? Mais pourquoi attendre, ma chère? Le prix est stable, 3 livres 5 sous. Si j'attends, un navire peut arriver d'Europe avec trop de sucre, et le prix va s'effondrer. »« Le prix ne va pas s'effondrer, » dit Adélaïde, se épanchant en avant. Elle baissa la voix jusqu'à un murmure confidentiel. « Il va monter. »« Ah, une prophétie de lavandière !» se moqua Lefebvre. « Et vous, Adélaïde, qui gagnez-vous à me donner ce conseil ?» Adélaïde le regarda droit dans les yeux. C'était le moment le plus délicat. Elle devait transformer une information volée en un partenariat légitime. « Je gagne 2 choses. Premièrement, vous attendez le 26. Vous vendez votre sucre. Si le prix monte, vous me donnez la moitié de la différence de profit. Deuxièmement, vous soldez immédiatement votre dette envers moi pour le linge. » Lefebvre se gratta la nuque, incrédule. « La moitié de la différence? Mais si le prix ne bouge pas, j'aurai perdu 3 jours de temps précieux, et vous ne gagnez rien. Et si le prix chute? S'il chute, je vous donne un écu de mes propres économies pour compenser votre attente, » dit Adélaïde, bluffant, avec une assurance qu'elle ne ressentait pas. Un écu, c'était une fortune pour elle. Lefebvre réfléchit. Un écu de dédommagement, le paiement immédiat de sa dette et la possibilité d'un profit inattendu sans risque réel de sa part. Il ne comprenait pas comment cette femme, qui frottait la crasse de ses sous-vêtements, pouvait avoir une information aussi précise, mais il y avait une conviction dans ses yeux qui lui donnait froid dans le dos. « Et si le prix monte, Adélaïde, et que vous êtes plus riche que moi ?» demanda-t-il, essayant d'alléger la tension. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Lefebvre, » répondit-elle en se levant. « Ce jour-là, vous serez aussi riche, et je n'oublierai pas qui m'a fait confiance. » Elle quitta le bureau de Lefebvre, laissant l'homme seul avec son anxiété et le petit morceau d'information qu'elle avait semé. Elle retourna à la rivière Salée, l'esprit plus léger, mais les bras encore chargés de linge. Elle frotta, rinça et battit le lin sous le soleil de midi, attendant que le 26 arrive.
Elle savait qu'elle avait misé toutes ses économies, non pas sur le sucre, mais sur la justesse d'un secret arraché à la poche du pouvoir. C'était son premier pas. Si ça marchait, elle n'était plus seulement une blanchisseuse. Elle était une joueuse. Le 26 arriva. Adélaïde était si nerveuse qu'elle avait à peine dormi. Elle avait travaillé toute la journée, essayant de se distraire. Elle n'était pas allée chez Lefebvre. Elle ne voulait pas paraître trop impatiente. Ce fut Lefebvre qui vint à elle. Il arriva à la rivière enfin, d'après-midi, alors qu'Adélaïde pliait les derniers draps du gouverneur, maintenant d'un blanc éclatant. Lefebvre était essoufflé, son visage rouge, mais il ne regardait plus par-dessus son épaule. Il la regardait, elle, avec respect et une pointe de peur. Il ne dit rien aux autres lavandières. Il s'approcha d'Adélaïde et murmura, sa voix tremblante, « Adélaïde, le prix. Il a grimpé. »« De combien, monsieur Lefebvre ?» demanda-t-elle, son cœur s'accélérant. Elle gardait son visage impassible, mais ses mains agrippaient le tissu. De 3 livres 5 sous, il est passé à 4 livres 10 sous. Un navire de guerre est arrivé de France ce matin avec des nouvelles de la famine à Lisbonne. Le marché est en panique. Adélaïde fit le calcul rapidement dans sa tête. Un bon d'1 livre et 5 sous par quintal. Sur le stock de Lefebvre, c'était un profit substantiel, et elle avait droit à la moitié de la différence. Lefebvre sortit une petite bourse de sa veste et la tendit à Adélaïde. « Voici ma dette payée intégralement. Et voici votre part, Adélaïde. C'est plus que vous n'auriez pu gagner en lavant du linge pendant 1 an. Qui êtes-vous » Adélaïde prit la bourse, sentant le poids réconfortant des pièces d'or. C'était la première fois qu'elle tenait autant d'or dans sa main. Elle sourit, un sourire rare et puissant. « Je suis Adélaïde, monsieur Lefebvre, la blanchisseuse. Et maintenant, je suis votre partenaire. J'ai une autre chemise du gouverneur à Lavert, et j'ai le sentiment qu'elle cache d'autres informations. Vous êtes prêt pour la prochaine fois ?» Lefebvre hocha la tête, encore sous le choc de sa richesse soudaine. Il était capturé. Adélaïde regarda l'or dans sa main. Ce n'était pas la richesse du gouverneur, pas encore, mais c'était la clé. C'était la preuve que l'information était plus propre et plus puissante que n'importe quel savon. Elle avait lavé la saleté. Maintenant, elle allait laver l'argent. Et elle savait exactement où chercher la prochaine tâche. Elle allait devenir l'oreille de Saint-Domingue. Adélaïde regarda l'or dans sa main. Ce n'était pas la richesse du gouverneur, pas encore, mais c'était la clé. C'était la preuve que l'information était plus propre et plus puissante que n'importe quel savon. Elle avait lavé la saleté, maintenant elle allait laver l'argent. Et elle savait exactement où chercher la prochaine tâche. Elle allait devenir l'oreille de Saint-Domingue. Ce jour-là, mes amis, la rivière, Salée ne vit pas seulement une blanchisseuse, elle vit une stratège. Adélaïde ne changea rien à sa routine, et c'était là toute sa force. Elle se levait toujours à 4 heures du matin, elle portait toujours son grand panier sur la tête. Elle frottait, rinçait et battait le linge avec la même application, mais maintenant chaque geste était calculé. Le bruit du battoir, ce n'était plus le son de l'effort, mais le tambour de la fortune. Elle avait compris que le monde des maîtres était fait de négligence. Les gens riches, ils jettent leurs secrets comme on jette une peau de banane. Ils ne s'inquiètent pas des petites choses, car les petites choses sont gérées par les petites gens. Et Adélaïde était, aux yeux de tous, la plus petite des petites gens, une blanchisseuse. Le valet Antoine continuait d'apporter les malles du gouverneur de Valois. Il était toujours aussi arrogant, mais Adélaïde avait changé sa manière de l'aborder. Elle ne lui parlait pas de son profit, bien sûr, mais elle le rendait plus à l'aise, plus négligent. « Monsieur Antoine, » disait-elle un jour, en lui tendant un verre d'eau fraîche, une chose rare dans la chaleur du Cap. « Ce col est si délicat. Vous devez être fatigué de monter et descendre du palais. Vous devriez prendre un peu de repos. » Antoine, flatté par cette attention inattendue, se détendit. Il se plaignait de son travail, de la chaleur, des exigences du gouverneur. Pendant qu'il parlait,
Adélaïde prenait le linge, le pesait, le sentait, le sondait. Elle avait mis en place un système. Elle ne se contentait plus d'une seule poche. Elle passait au peigne fin chaque vêtement du gouverneur. Les doublures des manteaux de cérémonie, les plis des gilets de chasse, les revers des redingotes. Elle cherchait tout ce qui n'était pas censé être là, les pépins de l'information. Et croyez-moi, le gouverneur de Valois était un homme désordonné. Un jour, elle trouva dans la poche d'un pantalon d'équitation une petite carte dessinée à la hâte. Ce n'était pas une carte de trésor, mais une carte de propriété. Des parcelles de terre dans les collines, derrière le cap, loin des plantations de sucre habituelles. 3 parcelles étaient marquées d'une croix rouge. Adélaïde se souvint d'une autre bribe de conversation, entendue cette fois en lavant le linge du notaire Dupuis. Le notaire avait marmonné à sa femme dans un ton énervé: « Le gouverneur veut faire construire cette nouvelle route militaire. Cela va tripler la valeur. Des terres à l'ouest. Mais il garde le secret comme la peste, pour que ses amis puissent acheter avant l'annonce publique. » Le secret de la route. C'était une affaire bien plus juteuse que le sucre, car elle touchait à la terre elle-même, la source de toute richesse, à Saint-Domingue. Elle se rendit immédiatement chez Lefebvre, le négociant. Il l'attendait maintenant avec une impatience nerveuse, comme un joueur qui attend son informateur. Lefebvre avait investi son premier profit dans un petit stock de café, et il était prêt à vendre. « Attendez, monsieur Lefebvre », dit Adélaïde, sans s'asseoir cette fois. Elle resta debout, dominante. « Le café peut attendre. J'ai trouvé une autre carte. » Elle traça rapidement sur un morceau de papier brun les 3 parcelles marquées sur la carte du gouverneur. « Ces terres, expliqua-t-elle, sont inutiles aujourd'hui. Elles sont rocailleuses, mais dans 6 semaines, elles vaudront leur pesant d'or. Le gouverneur va annoncer la construction d'une route militaire qui passera juste à côté. » Lefebvre pâlit. Il était un petit négociant, pas un spéculateur immobilier. « Adélaïde, vous plaisantez ? Acheter de la terre, c'est de l'argent gelé, et il faut un acte notarié, des avocats. C'est beaucoup plus visible que de vendre du sucre. »« Oui, c'est visible, » répondit Adélaïde, les yeux perçants. « Mais le profit est immense. Nous allons utiliser l'argent du sucre, plus l'argent que vous avez mis de côté pour le café. Vous allez acheter ces 3 parcelles. Une au nom de votre cousin à Port-au-Prince, une au nom de votre vieille tante et une au nom d'un prête-nom. » Elle avait déjà pensé à la couverture. Elle ne pouvait pas acheter la terre elle-même. Une femme de couleur libre qui achetait des parcelles stratégiques aurait soulevé trop de questions. Mais Lefebvre, avec son réseau de relations familiales et d'affaires, pouvait le faire discrètement. « Et vous, Adélaïde ?» demanda Lefebvre, se sentant et plus en plus dépassé par la complexité de sa nouvelle partenaire. « Comment allez-vous vous protéger ? Ma protection, c'est vous. Si vous réussissez, je réussis. Nous allons partager le profit, comme la dernière fois. Mais cette fois, je veux un pourcentage plus élevé, 50-50. » Lefebvre hésita un instant. C'était beaucoup. Mais l'or qu'il avait gagné sur le sucre lui brûlait les doigts. Il avait vu la justesse des informations d'Adélaïde. « D'accord, 50-50, » dit-il en soufflant. « Mais si l'information est fausse, je suis ruiné, Adélaïde, ruiné. »« Elle n'est pas fausse, » assura-t-elle. « Le gouverneur a besoin de cette route pour déplacer les troupes rapidement. C'est une question de sécurité pour la colonie, mais il en fait une affaire personnelle. Agissez vite, l'annonce sera faite le 15 du mois prochain. » Lefebvre se lança dans l'achat de terre comme un homme possédé. Il était terrifié, mais l'appât du gain était plus fort que la peur. Pendant ce temps, Adélaïde continuait de laver. Elle lavait la crasse de Saint-Domingue et en même temps, elle construisait les fondations de son propre empire. 6 semaines plus tard, le 15 du mois, le gouverneur de Valois fit son annonce. Devant l'assemblée des colons et des officiers, il parla de la nécessité d'améliorer les infrastructures pour la défense de la colonie. La nouvelle route était présentée comme un chef-d'œuvre d'ingénierie et de stratégie militaire. Dès le lendemain, la valeur des terres le long du tracé prévu s'envola. Les amis du gouverneur se mirent à acheter, croyant être les premiers.
Il ne savait pas que Lefebvre, agissant pour le compte d'Adélaïde, avait déjà mis la main sur les parcelles les plus stratégiques. Quand Lefebvre vendit les terres 2 mois plus tard, le profit fut colossal. Ce n'était plus quelques centaines d'écus, mais une somme qui se comptait en milliers. Une somme qui aurait pu acheter plusieurs plantations de taille moyenne. Lefebvre, tremblant d'excitation, apporta la part d'Adélaïde dans une grande sacoche en toile. « Adélaïde, dit-il, les yeux brillants, vous êtes un miracle. Vous êtes l'oracle de Saint-Domingue. » Adélaïde accepta l'argent sans effusion. Elle était sérieuse. « Je suis une femme qui sait lire les tâches, monsieur Lefebvre, et je vois que les vôtres sont en train de disparaître. » Avec cette fortune, Adélaïde fit 2 choses importantes. Premièrement, elle s'éloigna de la rivière salée. La rivière était trop publique, trop humide, et elle la liait trop au statut de simple lavandière. Elle acheta une petite maison dans une rue latérale, près du port, avec une cour intérieure bien ombragée. Elle y installa sa propre buanderie professionnelle. Elle fit construire des bassins en pierre et elle installa une citerne pour l'eau de pluie, pour ne plus dépendre de la rivière. C'était une amélioration majeure. Deuxièmement, elle engagea du personnel. Elle engagea 3 femmes de couleur libre, pauvres, mais travailleuses, à qui elle offrait un salaire juste et des conditions de travail décentes. Ces femmes lavaient le linge courant. Mais la règle était stricte. Le linge du gouverneur de Valois, celui qui arrivait dans la malle spéciale, était son travail, seulement le sien. Adélaïde avait maintenant le luxe du temps. Elle pouvait passer des heures sur les vêtements du gouverneur, non pas pour les frotter, mais pour les étudier. C'était son bureau d'études, son cabinet de renseignement. Elle ne cherchait plus seulement des papiers, elle cherchait des motifs. Elle remarqua, par exemple, que chaque fois que le gouverneur portait son uniforme de marine bleu foncé, il y avait toujours une odeur de poisson salé, même après le lavage. Ce n'était pas l'odeur de la mer, mais l'odeur d'un certain type de cargaison. Un jour, elle trouva une liste de noms de navires dans un revers de manchette, juste au-dessus du poignet. Des noms de navires, marchands qui n'étaient pas censés être dans les eaux de Saint-Domingue. Elle comprit, le gouverneur utilisait son pouvoir pour couvrir la contrebande, probablement du sucre destiné à être vendu directement aux Américains ou aux Espagnols, contournant ainsi les taxes françaises. C'était un jeu dangereux, mais le profit était immense. Adélaïde se rendit chez Lefebvre. Il était désormais son homme de paille, son bras financier. « Monsieur Lefebvre ?» dit-elle, lui montrant la liste des navires. Les navires transportent de la contrebande de sucre. Ils sont censés accoster à l'improviste dans des baies isolées. Mais ils ont besoin d'un acheteur pour les décharger rapidement. Lefebvre était terrifié. La contrebande ? Adélaïde, si on se fait prendre, c'est la pendaison. Le gouverneur lui-même est derrière ça. Bien sûr qu'il est derrière ça, dit Adélaïde impatiente. C'est pour cela que nous sommes en sécurité. Qui osera intercepter une cargaison protégée par le gouverneur? Personne. Nous devons juste nous positionner comme le déchargeur le plus rapide et le plus discret. Elle avait le plan. Elle avait compris que le gouverneur ne pouvait pas gérer la logistique lui-même. Il avait besoin d'intermédiaires discrets pour acheter et vendre le sucre illégal à un prix légèrement inférieur au marché légal. Adélaïde et Lefebvre devinrent cet intermédiaire. Grâce aux dates d'arrivée des navires qu'Adélaïde glanait sur les notes de service ou les billets de rendez-vous, du gouverneur, souvent écrits au dos d'un menu ou d'une invitation, ils étaient toujours prêts. Lefebvre, sous le nom d'une société écran, achetait la cargaison, avant même qu'elle ne soit déchargée, profitant du prix avantageux de la contrebande. Quelques jours plus tard, ils revendaient le sucre sur le marché légal ou parfois directement aux capitaines des navires neutres qui attendaient au large. Leur richesse grandissait à un rythme que Saint-Domingue n'avait pas vu chez un petit négociant depuis des années. Adélaïde, elle, devenait une figure de plus en plus respectée dans son quartier. Elle n'était pas une dame de la haute société, elle ne portait pas de soie, mais son coton était toujours impeccable et ses bijoux discrets.
était en or pur. Elle était connue pour sa générosité envers les autres femmes libres, mais aussi pour son silence. Les autres lavandières à la rivière salée, celles qu'il avait vues travailler pendant des années, murmuraient « Regarde, Adélaïde », disait-elle. Elle ne frotte plus à la rivière, mais elle est plus riche que nous toutes réunies. Elle doit avoir trouvé un trésor. Elle n'avait pas tort. Le trésor était dans la poche d'Antoine, le valet. Antoine, lui, ne voyait rien. Il voyait Adélaïde, la blanchisseuse parfaite. Ses chemises étaient si blanches, si bien repassées. Il recevait même des pourboires généreux de sa part, ce qui le rendait encore plus négligent dans la vérification des poches. Un jour, alors qu'Adélaïde lavait une chemise de nuit du gouverneur, oui, même les chemises de nuit étaient pleines de secrets, elle trouva un objet plus intrigant qu'une note, une petite clé en laiton, très ancienne. Elle était attachée à un bout de ficelle. Le gouverneur l'avait probablement oubliée en se déshabillant. Adélaïde savait que le gouverneur de Valois avait un coffre-fort personnel dans son bureau, là où il gardait ses papiers les plus sensibles, loin des yeux de ses secrétaires. C'était une rumeur bien connue dans la ville. Elle regarda la clé. C'était le sommet du pouvoir. Jusqu'à présent, elle avait volé des miettes d'informations. Maintenant, elle pouvait accéder à la source, mais elle ne pouvait pas s'introduire dans le palais. C'était impossible, un suicide. Elle avait besoin de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait accès au palais, quelqu'un qui n'était pas Lefebvre, car Lefebvre était trop lâche pour un tel coup. Adélaïde pensa immédiatement à Antoine, le valet. Antoine était cupide et stupide, mais il avait l'accès. Il entrait et sortait du bureau du gouverneur plusieurs fois par jour pour allumer le feu ou apporter le café. Le soir même, Adélaïde prépara son piège. Elle invita Antoine à venir à sa nouvelle buanderie pour récupérer le linge du gouverneur, prétextant une nouvelle méthode d'emballage. Antoine arriva, le menton toujours en l'air, mais plus détendu, car il avait senti l'odeur de l'or chez Adélaïde. Adélaïde lui offrit un verre de rhum de qualité supérieure, quelque chose qu'Antoine n'aurait jamais pu se payer avec son salaire. « Antoine, dit Adélaïde, sa voix douce et chaleureuse, un ton qu'elle n'utilisait jamais à la rivière. Vous êtes un homme de confiance. Le gouverneur vous fait confiance. C'est une grande responsabilité. » Antoine gonfla la poitrine. « Bien sûr. Je suis le plus proche de monsieur le gouverneur. Je sais. Et je sais que votre salaire ne correspond pas à votre mérite, » continua Adélaïde. Elle sortit une petite bourse, beaucoup plus lourde que d'habitude, et la laissa tomber doucement sur la table. Le son de l'or fit teinter le verre d'Antoine. « Ceci, dit Adélaïde, c'est pour votre silence et pour une petite faveur. » Antoine regarda la bourse, hypnotisé. « Quelle faveur ?» demanda-t-il, sa voix devenue un filet. « Rien de dangereux, Antoine. Rien qui nuise à monsieur le gouverneur. Simplement, monsieur de Valois est un homme très occupé. Il oublie souvent où il met ses notes. J'ai besoin de savoir ce qui se trouve dans son petit coffre-fort en fer, dans le coin de son bureau. » Antoine devint livide. « Le coffre ? Mais c'est interdit. Je ne peux pas. Si je suis pris, je suis déporté ou fouetté à mort. » « Vous ne serez pas pris, » assura Adélaïde. « Vous êtes le valet. Vous entrez et sortez. Vous avez la clé. » Elle sortit la petite clé en laiton et la posa à côté de la bourse. Antoine regarda la clé, puis la bourse. L'or brillait plus fort que la peur. « Cette clé est pour le petit coffre-fort. Je l'ai trouvée dans sa chemise de nuit. Il ne sait même pas qu'elle est partie. Il pensera qu'il l'a égarée dans un coin du bureau. Vous ouvrez le coffre-fort. Vous regardez les papiers importants. S'il y a des plans de vente de sucre ou de terre ou des mouvements de troupes, vous les mémorisez. Vous ne prenez rien. Vous fermez le coffre-fort et vous remettez la clé dans un endroit où il la retrouvera. Mais mémoriser, c'est trop. Je vous paierai 100 écus pour une information précise, Antoine, dit Adélaïde, haussant les enchères. C'est plus que ce que vous gagnerez en 10 ans.
La proposition était indécente. Antoine, l'homme qui regardait Adélaïde de haut, était maintenant à genoux devant elle, non pas littéralement, mais l'esprit courbé par l'appât du gain. Il accepta. Adélaïde lui donna la clé et le laissa partir avec la bourse. Elle savait qu'elle avait franchi une ligne. Elle n'était plus une simple blanchisseuse qui trouvait des secrets. Elle était une espionne, finançant l'espionnage au cœur du pouvoir colonial. Le lendemain soir, Antoine revint, pâle et tremblant, mais avec un air de triomphe. « C'est fait, Adélaïde, » murmura-t-il. « Le coffre-fort est plein. Des cartes, des lettres, des listes de noms. J'ai vu un document, un accord secret entre le gouverneur et les Espagnols de Cuba. » Adélaïde se pencha, son cœur battant la chamade. C'était le genre de secret qui pouvait renverser un gouverneur. « Dites-moi tout, Antoine. » Lentement. Antoine lui raconta ce qu'il avait vu. Le gouverneur de Valois, pour s'assurer un profit personnel massif en cas de conflit futur, vendait secrètement des informations sur les fortifications françaises aux Espagnols, en échange d'une partie des profits sur l'importation de tabac cubain, une denrée dont le marché était sur le point de s'ouvrir en France. C'était de la trahison, et c'était de l'or pur. Adélaïde fit le calcul. Si elle pouvait sécuriser l'achat d'une quantité massive de tabac cubain avant que l'accord public ne soit annoncé, elle ferait une fortune. L'accord entre le gouverneur et les Espagnols était prévu pour être signé dans 3 semaines. Elle paya Antoine, le renvoya et détruisit la clé. Elle ne voulait pas qu'Antoine recommence seul. Il était son outil, pas son associé. Elle appela Lefebvre immédiatement. « Monsieur Lefebvre » dit-elle, sa voix pleine d'une autorité nouvelle. « Nous allons investir tout ce que nous avons et tout ce que nous pouvons emprunter dans le tabac cubain, maintenant. » Lefebvre, qui avait déjà goûté à la trahison profitable avec la contrebande, n'osa plus discuter. Il obéit. Ils empruntèrent de l'argent auprès des usuriers du port, mettant en gage leurs biens et la fortune d'Adélaïde. Adélaïde savait que c'était son coup le plus risqué. Si l'accord du gouverneur échouait, il serait ruiné, et les usuriers ne seraient pas tendres. Mais elle avait vu le document. Elle connaissait la date, et elle avait la certitude que le gouverneur, aveuglé par son arrogance et sa cupidité, ne prendrait pas la peine de se couvrir. Pendant que Lefebvre achetait des tonnes de tabac, Adélaïde continuait de laver le linge de Valois. Elle le regardait se pavaner dans ses chemises impeccables, ignorant que sa fortune était en train de passer de ses poches à la sienne, feuille de papier après feuille de papier. 3 semaines plus tard, l'accord fut signé. La nouvelle de l'ouverture du marché français au tabac cubain fit exploser les prix. Adélaïde et Lefebvre vendirent leur stock en 1 semaine. Le profit fut si grand que Lefebvre, en revenant chez Adélaïde, ne put que s'effondrer sur une chaise, les larmes aux yeux. « Adélaïde, halta-t-il, nous sommes plus riches que les planteurs, c'est obscène. » Adélaïde, le visage calme, regardait l'or accumulé. C'était une montagne de pièces. « Ce n'est pas obscène, monsieur Lefebvre, » dit-elle. « C'est juste. Le gouverneur a volé le travail des esclaves pour s'enrichir. Nous volons ses secrets pour nous libérer. » Elle avait maintenant assez d'argent non seulement pour acheter une charrette, mais pour acheter une propriété entière. Elle était devenue une grande créancière de Lefebvre qui dépendait entièrement d'elle. Elle fit un autre achat. Elle acheta une grande maison de maître dans un quartier respectable, non loin du palais du gouverneur, mais assez éloigné pour ne pas être trop voyante. Elle n'y habita pas, mais y installa un bureau. Elle était toujours la blanchisseuse Adélaïde, mais elle était aussi, en secret, la banquière du port, celle qui finançait les petites entreprises, celle qui savait quand investir. Le gouverneur de Valois, lui, continuait de perdre de l'argent sans comprendre pourquoi ses affaires étaient toujours anticipées. Il se plaignait à ses généraux. « Il y a une fuite quelque part. Quelqu'un anticipe tous mes mouvements. » Personne ne regardait la blanchisseuse.
Pourquoi le ferait-il? Elle était là pour effacer les taches. Adélaïde regardait le Cap français, cette ville de sucre et de sang, et elle savait qu'elle tenait désormais les ficelles. Elle avait l'or, elle avait les informations, et elle avait le silence. Mais le plus grand secret du gouverneur, le secret qui allait la propulser au sommet, restait à découvrir. Et elle savait qu'il était caché dans le linge le plus délicat de tous. Elle attendait le bon moment pour frapper le coup final, celui qui ferait d'elle non seulement la plus riche, mais la plus puissante. Le prochain linge sale qu'Antoine apporterait serait sa dernière et plus grande opportunité. Adélaïde n'était plus la blanchisseuse de la rivière. Elle était une dame d'affaires déguisée en femme de ménage. Elle avait l'or, une montagne de pièces qui dormait dans des cachettes sûres. Mais elle avait compris que dans la colonie, l'or seul ne vous achetait pas la tranquillité. Il vous achetait la jalousie et le danger. Pour être vraiment en sécurité, il fallait le manteau de la respectabilité. Elle gardait sa buanderie dans la ruelle, son laboratoire de secrets. Mais avec l'argent du tabac, elle fit un investissement visible, un investissement qui lui donnait une façade. Elle acheta l'hypothèque d'une auberge délabrée près du port, l'auberge du Palmier. C'était un lieu de passage pour les marins, les petits fonctionnaires et les marchands de passage. Elle mit Monsieur Lefebvre à la tête de l'auberge. Lefebvre, qui avait peur de son ombre, mais qui était maintenant riche et dévoué à Adélaïde, devint le gérant. Il était son homme de paille, son visage public pour les transactions légitimes. « Vous allez rénover, monsieur Lefebvre », lui ordonna Adélaïde. « Faites en sorte que ce soit propre, mais pas trop luxueux. Un endroit où les gens parlent librement après avoir bu un verre de trop. Et vous écoutez. » L'auberge du Palmier devint l'oreille secondaire d'Adélaïde. Elle y passait discrètement quelques heures par jour, sous prétexte d'aider Lefebvre à gérer la comptabilité, ce qui était vrai, car Lefebvre était un piètre comptable. Elle écoutait les marins se vanter de leur cargaison, les officiers se plaindre de la paix, et les planteurs se lamenter sur leurs dettes. Mais le cœur de son empire restait la malle de linge du gouverneur. Le gouverneur de Valois, lui, commençait à paniquer. Il sentait que ses affaires ne marchaient plus. Il perdait de l'argent sur ses spéculations foncières, ses cargaisons secrètes étaient toujours interceptées par des acheteurs plus rapides, Adélaïde et Lefebvre, et il devait payer des pots de vin de plus en plus importants pour maintenir le silence de ses associés. Le linge du gouverneur le reflétait. Il ne sentait plus seulement le tabac et l'eau de Cologne, il sentait la peur et l'alcool fort. Le valet Antoine, lui, était un homme mort qui marchait, mais il ne le savait pas. Il était devenu un esclave de l'or d'Adélaïde. Il venait chercher ses 100 écus et sa bouteille de rhum de luxe après chaque livraison d'informations. Adélaïde avait perfectionné son système avec Antoine. Elle ne pouvait plus se contenter de la mémoire tremblante du valet. Elle avait besoin de preuves. Elle lui fournit un petit rouleau de papier de riz très fin et un bâtonnet de fusain. « Antoine », lui expliqua-t-elle doucement, un soir, dans la cour de sa buanderie. Quand vous trouvez un papier important dans le coffre, vous ne le lisez pas. Vous le posez à plat sur le bureau, vous mettez ce papier de riz dessus et vous frottez doucement avec le fusain. Cela fera une copie, une ombre de l'écriture. Vous ne prenez rien. Vous ne laissez aucune trace. Antoine, tremblant, obéit. Il avait peur d'Adélaïde, mais il avait plus peur de ne plus avoir son or. Les ombres des documents commencèrent à arriver dans la buanderie d'Adélaïde. Elle s'asseyait tard dans la nuit, déchiffrant les fantômes de l'écriture du gouverneur. Un soir, elle reçut une copie particulièrement troublante. C'était un tableau, une liste de dépenses pour la construction de nouvelles fortifications côtières, censées protéger le Cap français contre une attaque anglaise. Les chiffres étaient énormes. Des sommes colossales avaient été allouées par la couronne de France pour ce projet stratégique. Mais Adélaïde avait écouté les marins à l'auberge du Palmier. Elle savait que les fortifications, si elles existaient, n'étaient que des tas de pierres mal agencées. Les canons étaient rouillés ou n'étaient jamais arrivés.
Elle compara les dates sur le tableau avec les dates des voyages du gouverneur à Paris, des voyages que le valet Antoine avait mentionnés en se plaignant. Elle comprit la manœuvre. Le gouverneur de Valois ne faisait pas seulement de la contrebande ou de la spéculation locale. Il volait le roi. Il avait fait croire à la couronne qu'il construisait des défenses vitales, encaissant l'argent et utilisant les fonds pour financer son train de vie extravagant et ses propres dettes. C'était de la haute trahison. Si cette information était révélée, le gouverneur ne serait pas seulement démis de ses fonctions, il serait exécuté. C'était le secret le plus sale qu'elle ait jamais frotté, et c'était sa chance de faire tomber le mur entre elle et le pouvoir absolu. Mais ce n'était pas une affaire de sucre ou de terre, c'était une affaire politique, et Adélaïde ne pouvait pas simplement remettre ce document à la police locale. Le gouverneur contrôlait tout ici. Si elle agissait trop vite, elle serait écrasée avant même que le message n'atteigne Paris. Elle avait besoin d'un intermédiaire intouchable. Adélaïde passa des jours à réfléchir, ses yeux fixés sur les chiffres de la trahison royale. Elle se souvint d'une rumeur entendue à l'auberge du Palmier. On parlait de l'arrivée imminente d'un inspecteur royal secret envoyé directement par Versailles pour enquêter sur les rumeurs de corruption coloniale. Cet homme, le marquis de Saint-Clair, était connu pour son incorruptibilité et sa loyauté au roi. Le marquis de Saint-Clair était le seul homme à Saint-Domingue qui ne pouvait pas être acheté par de Valois. Mais comment Adélaïde, une blanchisseuse, approcherait-elle un marquis royal? Elle ne pouvait pas le faire directement, elle devait le faire par le biais de son linge. Elle savait que le marquis de Saint-Clair logerait par protocole au palais du gouverneur. Et qui laverait le linge du marquis? Adélaïde, bien sûr. Le gouverneur ne pouvait pas se permettre d'offrir un service inférieur à celui de la meilleure blanchisseuse du Cap. Quelques jours plus tard, la malle spéciale du gouverneur arriva, plus lourde que d'habitude. Et dans cette malle, il y avait un paquet de linge neuf, marqué d'un écusson inconnu, les armes du marquis de Saint-Clair. Adélaïde prit les chemises du marquis. Elles étaient propres, sans tache, sans secret. Mais elle savait ce qu'elle devait faire. Elle choisit une chemise de nuit du marquis, faite de lin fin. Elle la lava, la rinça, la repassa avec une perfection diabolique. Puis, elle mit en place son plan. Elle prit le rouleau de papier de riz sur lequel elle avait copié le tableau de la trahison du gouverneur. Elle le roula très serré. Elle le glissa dans un petit sac de soie qu'elle dissimula dans l'ourlet de la chemise de nuit du marquis de Saint-Clair, juste au niveau du col. Elle le égousit avec un fil de soie presque invisible, mais assez lâche, pour qu'un homme en se déshabillant le soir le sente et le trouve facilement. Si le marquis trouvait le rouleau, il comprendrait immédiatement qu'il s'agissait d'un message secret. Et il verrait que ce message venait de l'intérieur du palais, glissé dans son propre linge. Le risque était immense. Si le gouverneur ou son valet Antoine découvrait la manœuvre, Adélaïde était perdue. Mais elle misait sur l'arrogance de Valois qui ne prendrait jamais la peine de vérifier le linge du marquis. Elle livra la malle. Le valet Antoine, toujours aveuglé par sa cupidité, ne remarqua rien. Adélaïde passa les 24 heures suivantes dans un état de tension extrême. Elle ne lavait rien, elle ne parlait à personne, elle attendait. Le lendemain, le tumulte commença. Ce fut Lefebvre qui vint la chercher, courant jusqu'à sa buanderie, le visage blanc comme les draps qu'elle lavait autrefois. Adélaïde, le palais, le marquis de Saint-Clair. « Calmez-vous, monsieur Lefebvre, que se passe-t-il ? Le marquis a confiné le gouverneur de Valois dans ses appartements. Il y a des gardes partout. L'inspecteur a convoqué le commandant des troupes pour une réunion d'urgence. On dit qu'il y a des preuves de détournement de fonds royaux. » Adélaïde sentit une vague de chaleur et de triomphe l'envahir. Elle avait réussi. Le fil lâche avait été trouvé. Le marquis avait le document. Et le gouverneur ? Demanda Adélaïde, sa voix à peine un murmure. Il nie tout, il hurle à l'injustice, mais le marquis a l'air d'avoir des preuves solides. Personne ne sait d'où elles viennent. Adélaïde sourit. Le secret était en sécurité. Elle avait glissé le couteau sans laisser ses empreintes.
L'enquête du marquis de Saint-Clair fut rapide et brutale. Il ne fallut que 2 jours pour confirmer la trahison du gouverneur. Les comptes étaient falsifiés, les matériaux de construction manquants, les fonds évaporés. Le scandale déchira Saint-Domingue. Le gouverneur de Valois fut arrêté sous l'accusation de trahison envers la couronne. Il fut immédiatement embarqué sur un navire de guerre, direction la France, pour y être jugé. Le valet Antoine, paniqué par la chute soudaine de son maître, vint supplier Adélaïde. « Adélaïde, c'est fini, je n'ai plus de travail, qu'est-ce que je vais devenir ?» Adélaïde le regarda avec un mépris froid. Elle lui avait donné une chance. Il avait choisi l'or. Facile, au lieu de l'honnêteté. « Vous avez vos économies, Antoine, dit-elle. Vous avez des années de pourboire. Allez dans un autre port, et n'oubliez jamais ce que vous avez vu ici. » Elle lui donna un dernier écu, une aumône, et le renvoya. Il disparut dans la foule du port, un homme brisé par la chute d'un pouvoir qu'il croyait éternel. Le départ du gouverneur de Valois laissa un vide immense à Saint-Domingue. La colonie était en crise. Le marquis de Saint-Clair avait besoin de s'assurer que les affaires continuaient de tourner, que le sucre était exporté et que l'ordre était maintenu en attendant l'arrivée d'un nouveau gouverneur. C'est là qu'Adélaïde fit son coup de maître. Elle ne se présenta pas au marquis de Saint-Clair en tant que blanchisseuse. Elle se présenta en tant que Madame Dubois, utilisant le nom d'une tante éloignée qui lui avait laissé un petit héritage légal, propriétaire de l'auberge du Palmier et associée de Monsieur Lefebvre, négociant respecté. Elle se rendit au palais, désormais occupé par le marquis et ses gardes. Elle portait une robe simple mais élégante, son or en bijoux discrets, et surtout, elle portait une assurance que l'on ne trouvait chez aucune femme de couleur libre de l'île. Elle demanda à voir le marquis pour une affaire urgente concernant la logistique portuaire. Le marquis de Saint-Clair, fatigué par le scandale, l'accueillit avec méfiance. « Madame Dubois, je ne comprends pas. Vous êtes aubergiste et négociante. Qu'avez-vous à m'offrir ?» Adélaïde s'assit. Elle parla avec une clarté et une précision qui impressionnèrent immédiatement le marquis. « Monsieur le marquis, le gouverneur de Valois a créé un chaos. Les fournisseurs ne sont plus payés, les cargaisons sont bloquées. Les planteurs paniquent. Je connais les flux de Saint-Domingue. Je sais quels navires doivent partir, quelles dettes sont prioritaires et où trouver le sucre qui est caché dans les entrepôts. » Elle ne mentait pas. Grâce à Antoine, elle savait tout. Elle avait les cartes, les listes et les dates. Et comment une simple aubergiste connaît-elle tous ces détails confidentiels ? Demanda le marquis, les yeux plissés. Adélaïde sourit. Un sourire qui était à la fois humble et impénétrable. « J'ai des oreilles, monsieur le marquis, et j'ai des associés qui ont les yeux sur le terrain. J'ai investi dans la prospérité de cette colonie. Je peux vous fournir, chaque semaine, un rapport précis sur les mouvements de denrées et les rumeurs qui pourraient menacer l'ordre. » Le marquis était sceptique, mais désespéré. Il avait besoin de quelqu'un de fiable, quelqu'un qui n'était pas lié à l'ancienne administration corrompue. « Vous demandez quoi en échange, Madame Dubois ?»« Rien que la permission d'opérer légalement, monsieur le marquis, et un petit contrat pour fournir du tabac et des provisions à vos troupes à un prix juste. » Le marquis accepta. Adélaïde avait gagné son premier contrat légal avec l'administration française. Elle était passée de l'ombre à la lumière. Pendant ce temps, les affaires de la buanderie continuaient. Adélaïde avait de la clientèle, mais elle ne touchait plus au linge des colons. Elle se concentrait sur son nouveau rôle d'informateur et de financier. Elle envoyait ses rapports hebdomadaires au marquis. Des rapports si précis, si détaillés, que le marquis commença à la consulter sur des questions importantes. « Madame Dubois, quel est votre sentiment sur la prochaine récolte de café ?»« Le prix va monter, monsieur le marquis. Les pluies ont été mauvaises dans le sud. Investissez dans le stockage. » Adélaïde ne devinait pas. Elle avait vu les chiffres des rendements agricoles dans les papiers du gouverneur. Elle avait la vérité sous les yeux.
En quelques mois, Adélaïde, sous le nom de Madame Dubois, devint la conseillère officieuse du marquis de Saint-Clair. Elle était respectée, crainte, et ses conseils valaient de l'or. Elle utilisait sa fortune pour acheter des parts dans les navires, investir dans les plantations qui étaient en difficulté et financer les petits commerçants. Elle ne prenait jamais le contrôle total, mais elle s'assurait que tous lui devaient quelque chose. Elle était la personne vers qui on se tournait pour un prêt rapide, un conseil avisé ou une information sur le marché. Le marquis de Saint-Clair, avant de repartir pour Paris, après avoir rétabli l'ordre, convoqua Adélaïde une dernière fois. « Madame Dubois, dit-il, un air de reconnaissance sincère sur son visage, vous avez sauvé cette colonie du chaos. Votre loyauté est surprenante. » Il lui tendit un document scellé. « Ceci est un acte officiel de la couronne. Je vous nomme intendante des affaires portuaires adjointe pour la logistique et l'approvisionnement. Cela vous donne un statut légal, madame, et une voix au conseil. » Adélaïde prit le document. Elle n'était plus seulement une femme de couleur libre. Elle était un officier de l'administration coloniale. Elle avait une voix. Elle retourna à sa petite buanderie, maintenant presque vide de linge, et regarda ses bassins de pierre. Elle avait commencé ici, frottant la crasse des puissants. Maintenant, elle était assise à la table des puissants. Elle était immensément riche, plus riche que l'ancien gouverneur de Valois ne l'avait jamais été, car sa richesse était basée sur la connaissance, non sur la corruption aveugle. Mais il restait une dernière chose à faire pour asseoir son pouvoir. Le gouverneur de Valois était en prison en France, mais ses amis et ses alliés étaient toujours à Saint-Domingue, attendant le bon moment pour se venger ou reprendre le contrôle. Adélaïde savait que le nouveau gouverneur, qui arriverait bientôt, serait soit un homme honnête que l'on pourrait manipuler, soit un homme corrompu qui essaierait de l'évincer. Elle devait se rendre intouchable. Elle se rappela le jour où elle avait trouvé le petit morceau de papier dans la poche du gouverneur, le tout premier secret. Elle avait appris à lire les tâches. Elle se rendit au bureau de Lefebvre, qui était maintenant un homme d'affaires florissant, portant de la soie et parlant avec assurance. « Monsieur Lefebvre, dit-elle, nous allons faire un dernier investissement, le plus important. »« Lequel, Adélaïde ? » ?»« Nous allons acheter la plantation du gouverneur de Valois. » Lefebvre écarquilla les yeux. « Mais Adélaïde, c'est une fortune, et c'est la propriété la plus surveillée de la colonie. Elle est en séquestre pour dette royale. »« Exactement, dit Adélaïde. Elle sera vendue aux enchères pour couvrir les dettes du traître de Valois. Personne n'osera l'acheter. Les amis du gouverneur la veulent, mais ils n'ont pas les liquidités. Les autres ont peur des représailles. Nous n'avons peur de rien. » Elle avait mis de côté une partie de sa fortune, la gardant liquide pour cette opportunité précise. « Nous allons l'acheter, monsieur Lefebvre, » annonça-t-elle. « Nous allons l'acheter, la remettre en état et la gérer avec justice. Cela montrera au nouveau gouverneur que nous sommes la seule force stable de cette colonie. » L'achat de la plantation de Valois fut l'événement le plus discuté de l'année. Adélaïde et Lefebvre, agissant par le biais de sociétés écrans, remportèrent l'enchère pour un prix étonnamment bas. Quand Adélaïde visita la plantation, elle ne vit pas la richesse du sucre. Elle vit la misère des esclaves. Elle vit les caravanes délabrées, les champs surmenés. Elle vit la violence qui avait financé la vie de luxe du gouverneur. Elle se tint sur le perron de la grande maison en pierre blanche, celle-là même qui dominait le cap, et elle savait qu'elle avait atteint le sommet. Mais elle avait atteint le sommet avec une différence. Elle ne voulait pas seulement être riche, elle voulait changer la tâche de Saint-Domingue. Elle fit immédiatement deux choses qui choquèrent la colonie. Premièrement, elle rendit la terre aux esclaves de Valois, les nommant métayers libres. Ils devaient travailler pour elle, mais ils recevraient une part juste de la récolte et leurs enfants seraient éduqués. Elle acheta leur liberté. Deuxièmement, elle démolit la grande maison du gouverneur,
la faisant remplacer par une école et une clinique pour les travailleurs. Le jour où les murs du palais de Valois tombèrent, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. La blanchisseuse, devenue riche grâce à l'information, utilisait sa richesse pour défaire l'ancien ordre. Quand le nouveau gouverneur arriva, quelques semaines plus tard, il trouva une colonie stable, gérée par une femme de couleur libre, l'intendante Adélaïde, qui connaissait chaque cargaison, chaque dette et chaque secret de l'île. Elle était plus riche, plus puissante et plus respectée que lui. Le nouveau gouverneur comprit rapidement que s'il voulait régner, il devait s'entendre avec Adélaïde. Elle avait lavé la saleté du pouvoir. Maintenant, elle était le pouvoir. Mais un dernier secret restait à être révélé, le secret de sa propre origine, celui qui allait cimenter son histoire pour toujours. Elle était prête à révéler la source de sa fortune. C'était le moment de transformer sa légende en histoire. Le nouveau gouverneur, M. Dubois-Turenne, arriva avec tout le faste que la couronne pouvait encore se payer. C'était un homme jeune, arrogant, mais pas stupide. Il avait entendu les rumeurs sur le scandale de Valois et sur la femme qui avait réussi à stabiliser le port. L'intendante Adélaïde, Dubois-Turenne organisa une grande réception au bâtiment de l'intendance, le seul lieu assez grand et propre après la démolition du palais de Valois. Tous les grands planteurs, les officiers de marine et les hauts fonctionnaires étaient là, vêtus de leurs plus beaux atours, observant Adélaïde avec un mélange de respect et de profonde suspicion. Adélaïde était là aussi. Elle portait une robe de coton blanc immaculée, simple, mais coupée à la perfection. Ses cheveux étaient tressés avec élégance. Elle ne buvait pas, elle ne riait pas fort, elle écoutait. Elle était l'œil du cyclone. Le nouveau gouverneur, voyant l'assemblée se disperser en petits groupes chuchotants, décida qu'il était temps de confronter la légende. Il frappa son verre avec une cuillère d'argent. « Mesdames et messieurs », lança Dubois-Turenne, sa voix portant à travers la salle. « Nous avons traversé une période difficile, mais Saint-Domingue est forte grâce à la loyauté de ses citoyens. » Il fit un signe à Adélaïde. « Je dois particulièrement remercier l'intendante adjointe, Madame Dubois, pour son travail acharné et sa connaissance exceptionnelle des affaires coloniales. » Il s'approcha d'Adélaïde, un sourire forcé sur les lèvres. « Madame Dubois, permettez-moi une question que tout le monde ici se pose. Votre ascension est un miracle, une histoire de travail acharné. Mais vous êtes passé très rapidement d'une position modeste à la tête de la logistique coloniale. Dites-nous, quel est le secret de votre succès? Avez-vous trouvé une mine d'or ?» La salle retint son souffle. C'était la question que tout le monde attendait, posée par le nouveau maître de l'île. Adélaïde regarda le gouverneur Dubois-Turenne, puis l'assemblée des colons, dont beaucoup étaient d'anciens clients. Elle vit la jalousie, l'incrédulité et, chez quelques-uns, une peur sourde. Monsieur Lefebvre, son associé, se tordait les mains dans un coin. Adélaïde se leva. Elle n'avait plus besoin de cacher son passé. Elle était la seule personne dans cette salle qui avait les mains propres. Sa voix, habituellement si calme, résonna avec une autorité nouvelle. « Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, je n'ai trouvé ni mine d'or ni trésor de pirate. Mon trésor, il était juste sous vos yeux, mais vous étiez trop occupés à regarder le ciel pour le voir. » Elle fit une pause, laissant le silence s'installer. « Mon secret, c'est le linge. » Un murmure parcourut l'assemblée. Ils pensaient qu'elle plaisantait ou qu'elle était folle. J'étais Adélaïde, la blanchisseuse, la meilleure du Cap français, si vous vous souvenez bien. Pendant des années, j'ai lavé vos chemises de soie, vos culottes de lin, vos vestons de cérémonie. J'ai lavé le linge de M. de Valois, l'ancien gouverneur, ainsi que le vôtre. Elle pointa du doigt un grand planteur, M. de Beauchamp, qui pâlit légèrement. « Monsieur de Beauchamp, je me souviens de la tache d'encre de votre lettre à votre maîtresse de Saint-Pierre. » Elle désigna un officier. « Capitaine, je me souviens de la poudre à canon que vous avez oubliée dans la doublure de votre manteau.
le jour où vous avez manqué la réunion du conseil ?» L'assemblée était figée. Leurs petits secrets, ceux qu'ils pensaient insignifiants, étaient étalés devant eux. « Vous êtes des hommes puissants, » continua Adélaïde, sa voix devenant plus grave. « Vous gérez des plantations, des navires, des armées. Mais vous êtes négligents. Vous jetez vos secrets comme vous jetez des miettes de pain. » Elle fit un pas en avant, dominant la scène. « J'ai appris que les poches intérieures d'un gilet sont le meilleur endroit pour cacher un reçu de dette. J'ai appris que les revers des vestons sont parfaits pour un billet chiffonné indiquant le prix d'un quintal de sucre. J'ai appris que l'ourlet d'une chemise de nuit peut cacher la clé d'un coffre-fort. » Elle parla du premier secret, la note sur le sucre de Léogane. Elle parla de la carte des terres, trouvée dans une culotte d'équitation. Elle parla du rouleau de papier de riz, l'ombre du tableau de la trahison de Valois. « Pendant que vous parliez fort à la table, conclut-elle, j'étais à la rivière salée écoutant vos chuchotements. Vous pensiez que le pouvoir était dans le sucre et la terre. Mais le vrai pouvoir, monsieur le gouverneur, est dans l'information. Et l'information la plus pure se trouve dans le linge sale. » Elle sourit, un sourire de triomphe calme. « J'ai lavé la saleté de Saint-Domingue, et en le faisant, j'ai vu la carte de votre richesse. J'ai utilisé votre propre négligence pour devenir plus riche que vous, et plus puissante que l'homme qui vous a précédé. » Le silence était total. La vérité était si simple, si humiliante pour ces hommes fiers, qu'elle était irréfutable. Ils avaient été déjoués par la femme qu'ils payaient pour nettoyer leurs sous-vêtements. Le gouverneur, Dubois-Turenne, jeune et intelligent, fut le premier à réagir. Il ne pouvait pas se fâcher, car elle avait servi la couronne. Il ne pouvait pas la contredire, car elle avait les preuves. Il fit un pas en arrière et s'inclina légèrement. « Madame Dubois, » dit-il avec un respect nouveau et palpable, « je vois que vous n'êtes pas seulement l'intendante, vous êtes la mémoire de Saint-Domingue. » Adélaïde acquiesça. « Et la mémoire, monsieur le gouverneur, n'oublie pas les tâches. » À partir de ce jour, Adélaïde ne fut plus jamais traitée comme une simple femme de couleur libre, ni comme une aubergiste. Elle était l'intendante Adélaïde, la femme dont les secrets étaient plus tranchants que n'importe quelle épée. Elle utilisa sa fortune et son pouvoir pour transformer la colonie. Elle fit construire des puits, des écoles pour les enfants de couleur et s'assura que les métayers sur son ancienne plantation de Valois recevaient la justice qu'elle n'avait jamais eue. Elle continua son travail à l'intendance, conseillant le gouverneur avec une précision infaillible. Elle avait mis fin à la corruption de Valois, mais elle n'avait pas mis fin à la sienne. Sa corruption, c'était l'information, utilisée non pas pour le luxe personnel, mais pour le contrôle et pour un semblant de justice. La petite buanderie dans la ruelle resta. Elle la garda comme un sanctuaire, une preuve de son origine. Elle n'y lavait plus rien, bien sûr, mais parfois, au lever du soleil, avant que la chaleur ne s'installe, Adélaïde y allait. Elle se tenait près des bassins de pierre, sentant l'odeur du savon et de l'eau de pluie, et elle touchait du doigt le bois de son ancien battoir, maintenant exposé au mur. Elle avait commencé avec un panier lourd sur la tête, le poids de la misère. Elle avait fini avec le poids de la colonie sur les épaules, mais cette fois, c'était elle qui tenait les ficelles. L'histoire d'Adélaïde, la blanchisseuse devenue plus riche que le gouverneur, devint une légende, murmurée dans toute l'île. Une légende qui disait aux esclaves et aux hommes libres que même dans l'endroit le plus sale du monde, si vous regardez assez attentivement, la vérité et la fortune peuvent être trouvées, cachées dans les plis d'une chemise, et que pour devenir le maître du jeu, il suffit de laver plus blanc que les autres. Et c'est ainsi, mes amis, que la blanchisseuse a réécrit les règles de Saint-Domingue, non pas avec des canons ou du sucre, mais avec le pouvoir humble et total d'une planche à laver. C'est la fin de notre histoire. Merci de votre écoute.